Est-ce qu'on m'entend? Comme dirait mon frérot, Daoud, est-ce qu'on m'entend bien? Ah, j'ai plus besoin de le dire, c'est bon. Bah, je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même. Vous entendez bien? Khair, Inch'Allah. Bah, on va commencer, je pense. On va commencer, Inch'Allah. Comme il dit chez nous, everyone, everyone. On commence, everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. J'espère que ça va bien, que les voyants sont au vert, que vos familles se portent bien et que vos ennemis sont à distance. J'espère évidemment que Kul Shi Libas et que euh, tous les voyants évidemment sont au vert. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va continuer notre tour du monde, Inch'Allah, où notre petit focus sur la situation des opprimés dans le monde. Et aujourd'hui, notre voyage, hein, rappelez-vous, on avait décollé de, du Soudan, hein, on est parti de la Palestine. De Palestine, on avait fait un atterrissage au Soudan. Et du Soudan, là, cette fois-ci, nous voilà en Inde. L'Inde, c'est un pays d'environ de près d'1,5 milliard d'habitants. C'est un pays qui... oui, il y avait le Congo aussi, bien sûr. Barakallahu fik. C'est d'ailleurs le Congo même avant. Il y avait Palestine, Congo, Congo, Soudan, Soudan. Et maintenant, on avait parlé... Maintenant, on est en Inde. Donc, je disais que l'Inde est un pays d'environ 1,5 milliard d'habitants. C'est un pays qui arrive en balle, hein, qui va surpasser, qui va dépasser la Chine, si ce n'est pas déjà fait. 80% de la population indienne d'Inde est évidemment de confession hindoue. C'est environ 17%, hein, que la population globale de l'Inde, c'est 17% de la population mondiale. Et donc 15% de cette population est musulmane, ce qui fait environ 230 millions, hein, 230 millions de personnes. 2,5% sont chrétiennes, hein, à peu près 37,5 millions. Et puis, il y a les diverses confessions. Vous avez les sikhs, les bouddhistes, et les jains qui sont en tout aussi à peu près 37 millions, 37,5 millions de personnes. Donc, tout ce beau monde, ça fait 1,5 milliard de personnes en Inde. Euh, Ce pays, il a été conquis par les musulmans à partir du 8e siècle. Les musulmans, ils arrivent au 8e siècle euh, par les populations turques et il va jusqu'au 19e siècle avec l'arrivée des Britanniques. Et ce sont les Britanniques qui vont administrer le pays. D'accord? Ce sont les Britanniques qui vont administrer le pays
parce que on se rappelle que euh, euh, l'Inde a été considérée comme le joyau de la couronne, hein, pour les Britanniques. Ça a été comme le joyau de la couronne. Et puis la route vers l'Inde, ça a été hein, un enjeu énorme. Et cet enjeu, c'est ce qui a été l'une des causes de la Première Guerre mondiale, et qui a vu justement la stratégie principale, c'était de détruire et de mettre fin à l'Empire ottoman. Donc pour avoir une facilité vers la route de l'Inde, d'accord, la route de l'Inde. Donc les Britanniques, ils vont administrer l'Empire et ils vont notamment organiser Tiens, ils sont toujours là, hein. Parce que vous allez voir, évidemment, comme il disait Sato, ouais, évidemment, ils sont toujours là. Tiens. Encore eux, les Britanniques, ils sont là. Ou les superpuissances, ils sont là, ils vont administrer le pays. Et quand ils vont administrer le pays, ils vont notamment l'organiser euh, selon l'origine et la confession religieuse. Et vous vous rendez compte que c'est très ancien. C'est-à-dire que quand les Anglais arrivent, les Anglais arrivent sur le territoire à peu près en 1850 et des poussières, hein. Ils arrivent là-bas en 50. C'est juste après une révolution qui a eu lieu en 56. Ils arrivent donc ils récupèrent le pays après cette révolution qui a eu lieu en 2 ans à peu près. Et ils récupèrent le pays en 58. Donc quand ils récupèrent, même s'ils étaient là un peu avant, mais ils récupèrent l'administration totale et entière du pays à partir de 58. Et donc quand ils sont là-bas, ils vont l'organiser. Parce que cette révolte qu'on appelle... elle avait un nom, la révolte de Sipahi. Hein, la révolte de Sipahi. Cette révolte qu'on a appelée la révolte des Sipahi, elle a, euh, elle a opposé les divers courants indiens contre les Britanniques. Et ça, c'était mauvais pour eux, parce qu'ils étaient à 2 doigts de perdre l'Inde. Et donc, lorsqu'ils ont récupéré l'administration totale de l'Inde, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à, euh, si vous voulez, à organiser le pays selon euh, on va dire, un célèbre adage qui va s'appeler diviser pour mieux régner. C'est-à-dire ils vont tenter de diviser les divers courants indiens en appuyant et en exacerbant notamment les différentes divisions dans le but de, si vous voulez, de remplacer et de déplacer les tensions qu'ils existaient contre l'Empire britannique. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont organiser des recensements et vous allez vous rendre compte que ça va avoir un incident euh, un siècle plus tard. D'accord? Ça va avoir des incidents plus d'un siècle et demi plus tard. Donc ça veut dire que la première chose, c'est ils vont organiser des recensements, notamment en organisant les gens selon les castes, selon les tribus, selon la religion. Selon la religion, ils vont mener une politique de séparation communautaire, hein, donc comme je le disais, selon la stratégie célèbre du diviser pour mieux régner. C'est-à-dire leur objectif à eux, c'était vraiment, ils ont encouragé surtout la distinction et ils ont fait un grand écart entre les musulmans et les hindous à ce moment-là, parce que tout ça, ça faisait partie du même empire. On appelait ça l'Empire des Indes. D'accord? L'Empire des Indes, parce qu'il y avait évidemment un ministère, hein, chargé des Indes en Angleterre. Et puis eux, finalement, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont appelé tout cet empire-là en y ajoutant, évidemment, vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan, vous avez le Cachemire, vous avez le Bangladesh et la Birmanie, qui, eux, faisaient partie de tout cet empire qu'on appelait l'Empire des Indes. D'accord? Qui s'appelait l'Empire des Indes. Et tout ça, ils ont fait en sorte de diviser. Et vous verrez que plus tard, comme je disais, ça va avoir une incidence un siècle plus tard. Et ça va avoir une incidence un siècle et demi plus tard. Donc, ils ont vraiment insisté sur ça. D'accord? Et surtout sur la séparation des deux grandes, on va dire, entre la majorité hindoue, qui est, je le rappelle, 80% de la population, et la grande minorité musulmane qui est à peu près de
qui était beaucoup plus. Hein. Aujourd'hui, on dit l'Inde, c'est 14%, mais si vous y rajoutez le Bangladesh et le Bangladesh et le Pakistan, bah, si on ajoute si vous voulez, la grande minorité musulmane en Inde, qui est à peu près 230 millions, le pays là où il y a le plus de musulmans au monde, c'est le Pakistan. D'accord, c'est le Pakistan. Donc ça veut dire que on, on, donc à partir de ce moment-là, donc ils ont exacerbé ces tensions-là entre, ça représentait peut-être 1,5 milliard de personnes, d'accord. C'est 1,5 milliard de personnes, de musulmans entre eux et sa grande majorité euh, qui faisait partie de ça. Donc, euh, parmi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une loi légale de recensement, parce qu'il n'y a pas de recensement légal en Europe, par exemple, où on n'a pas le droit, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale avec le Troisième Reich, il n'y a pas il n'existe pas de statistiques ethniques, ça n'existe pas. Ben, en Inde, ça a été rendu, à la fin du 19e siècle, ça a été rendu officiel par les Britanniques. Et ça permettait justement, notamment, le fait de faire un recensement, ça permet de cibler les actions. D'accord? C'est stratégique. La première chose, on sait que l'une des stratégies de guerre, c'est évidemment connaître ton ennemi mieux que toi-même. Donc ça veut dire le fait de connaître les différentes divisions, subdivisions de ces Indes, de cette pluralité d'Indes, ça leur a permis d'appuyer sur les bons boutons et de jouer sur les bons leviers, notamment sur les leviers sociaux et culturels et religieux. Euh, L'apogée justement l'apogée de cette politique de séparation, elle va voir le jour euh, en 47 lors de l'indépendance justement de l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde, elle va prendre son indépendance en 47, mais elle va pas faire son indépendance seule. C'est-à-dire que les Britanniques, ils vont pousser le séparatisme au point de pousser le Pakistan et le Bangladesh, qui étaient de confession, qui est à 100%, quasi 100% musulmane, à demander et à être indépendants. Et ça a été poussé par les Britanniques. C'était pour eux une manière, c'était pour une manière évidemment d'affaiblir le pays au moment de son indépendance, mais aussi ça montre, c'est le résultat concret de leur politique pendant un siècle en Inde. Leur politique de séparation, leur politique de, 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 de discrimination sur lequel ils ont appuyé en faisant en sorte que cette majorité hindoue discrimine et augmente les tensions entre les musulmans et les Indiens, donc et les Pakistanais et les musulmans. Donc finalement, ça a été une évidence pour les Pakistanais de ne pas se retrouver dans le même pays que les Indiens et les Bengalais aussi, pareil. Ils voulaient, c'était impossible pour eux, les Bengalis, de se retrouver dans le pays, dans le même pays que les Indiens. Et euh, malgré tout, il y a une minorité qui va rester, une forte minorité musulmane qui va rester et qui va demeurer toujours en Inde, une minorité musulmane, et ainsi que bon, les musulmans qui sont arrivés, je vous le rappelle, à partir du 8e siècle. Les Arabes sont arrivés à partir du 8e siècle. Ensuite, c'est les Turcs qui ont récupéré. Et, euh, et vous avez le christianisme qui va arriver un peu plus tard. Mais en tout cas, euh, il y a une minorité musulmane qui va rester là-bas. Et l'Inde, elle va se retrouver face à un défi. Ce défi, c'est d'unifier, si vous voulez, un pays multiconfessionnel, multilinguistique, euh, tribal, c'est-à-dire d'essayer d'unifier, d'essayer de rassembler, d'essayer de marcher ensemble, alors que les Anglais, pendant un siècle, ils n'ont fait que de séparer les peuples, séparer les religions, séparer les tribus entre eux, dans le but de justement garder la mainmise sur le pays. En Inde, par exemple, il y a 120 langues qui sont parlées là-bas. Et encore, c'est au bas mot. Il y a beaucoup de langues mineures qu'on ne compte pas. 120 langues, il y en a 22 qui sont reconnues constitutionnellement. Vous imaginez? C'est-à-dire que l'État indien reconnaît 22 langues. Donc tout ce beau monde, il va falloir que tout ce beau monde y travaille ensemble. Il va falloir que tout ce beau monde y travaille ensemble. Et c'est forcément un défi.
C'est forcément un défi. Et tous les pays où les gens euh, qui vivent et qui sont un peu différents dans leur religion, dans leur tribu, etc., dans leur langue, c'est à un moment donné, il y a des tensions et des conflits qui explosent. Et ça, on l'a vu au niveau de l'histoire. Et on va se retrouver face à un extrémisme euh, hindou qui majoritairement refuse déjà la séparation avec eux. Parce que eux, ce qu'ils veulent, les hindous, dans ce qu'ils veulent, c'est justement récupérer et reconstruire l'État, l'Empire des Indes, mais ils veulent créer un État homogène, c'est-à-dire dans lequel ils vont se retrouver qu'entre hindous. Et là, justement, quand on parle d'extrémisme, quand on parle de, 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 de nationalisme, euh, pendant cette période-là, il y a un grand personnage très connu de l'histoire qui va jouer un rôle ultra important. Et ce rôle, et ce rôle ultra important, et ce personnage ultra important de l'histoire, connu par beaucoup de gens, c'est Mahatma Gandhi. Lui, il va œuvrer pour une harmonie entre les peuples, entre les différentes religions. Il va œuvrer, c'est-à-dire au contraire des nationalistes, des nationalistes hindous. Et il va beaucoup œuvrer pour ça, pour que le peuple vive en harmonie, pour que le peuple puisse vivre en paix, etc. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va finir assassiné par justement le groupe qu'on appelle le RSS, le RRS, le RRS, qui va lui... euh, non, c'est le RSS, pardon. C'est le RSS qui, lui, il va assassiner Mahatma Gandhi. Justement, et ce qu'on va lui reprocher à Gandhi, c'est justement euh, sa prétendue complaisance envers la minorité musulmane. Et dès là, on va commencer à se rendre compte que le plus grand problème qu'ont les hindous, c'est les musulmans. Parce que c'est la forte minorité de l'époque de l'Empire des Indes, et ça reste la plus grande minorité qui existe en Inde encore actuellement. Et lui, donc en 48, il va se retrouver à assassiner juste après, évidemment, l'indépendance de l'Inde. Et donc là, on commence à voir les prémices, à partir de ce moment-là, des tensions. Cet assassinat de Mahatma Gandhi, il va nous rappeler l'assassinat d'une personne, on va l'appeler parce que ça fait pas, on va s'en rappeler parce que ça fait partie c'est un parallèle intéressant, de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, lui, c'était quelqu'un qui faisait partie aussi de la gauche israélienne. Et même si dans son passé, il a eu des mots très durs à l'égard des Palestiniens, mais vers la fin de sa vie, quand il a commencé à devenir un homme politique, il a ambitionné et rêvé d'un double État, d'un endroit où le peuple palestinien et israélien peuvent vivre ensemble. Et ça, on arrive aux accords d'Oslo, hein, qui ont été pilotés par les Américains et Bill Clinton à l'époque. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, des extrémistes et des fondamentalistes sionistes, juifs, vont l'assassiner en novembre 95. Et ce qu'on lui reproche à Yitzhak Rabin, c'est justement ces fameux accords d'Oslo. Cette poignée de main qui a été rendue célèbre entre lui-même et Yasser Arafat. Et donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte que, en vrai de vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui que que les sionistes ne veulent pas d'un double État, en vrai. Il y a eu la possibilité en 94, et ils l'ont assassiné parce qu'ils ne voulaient plus de ça. Ils ne voulaient pas de ça. Leur vraie ambition, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, on prétexte évidemment les atrocités du 7 octobre, parce qu'évidemment, s'attaquer à des civils, euh, tout le monde le condamne, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, il faut pas se foutre faut pas se payer la tête du monde. C'est-à-dire que le conflit date pas d'aujourd'hui. La tension, elle date pas d'aujourd'hui. Le refus de donner des droits sociaux, civiques, politiques aux Palestiniens, date pas d'aujourd'hui. Et on ne peut pas résumer ce qui s'est passé au 7 octobre exclusivement au 7 octobre. C'est très malsain. Parce que ceux qui aujourd'hui disent, par exemple, qu'avec les atrocités du 7 octobre, eh ben,
cela montre qu'on ne peut pas vivre à côté des Arabes, comme ils disent, mais ce sont les premiers qui ont refusé en 94 avec l'assassinat de Yitzhak Rabin. Et pourtant, tout le monde rêvait d'un accord de paix. Les Palestiniens, eux, les premiers. Il y a un homme même politique qui disait qu'à cette époque-là, il était en Palestine et qu'au moment des accords d'Oslo, il dit je vois le peuple descendre. Et à l'époque, parce que dans la bande de Gaza, il y avait des militaires, à cette époque-là, et il disait je vois les enfants descendre et des populations descendre et embrasser les militaires israéliens. Il dit que ça, il l'a vu de ses propres yeux. Ça veut dire que le peuple était pour une paix. Mais quand vous êtes face à des fondamentalistes qui ne veulent pas, ça finit toujours par l'assassinat. Ça finit toujours par ça. Et finalement, on se rappelle comme terroristes que ceux qu'on rappelle. Et c'est ce qui va se passer en Inde. Le prétexte pour toutes les exactions, pour ces discriminations, pour ces meurtres, pour ces pogroms, pour ces trucs-là qu'il y a sur la minorité musulmane là-bas et aussi chrétienne, eh ben, là-bas, en tout cas sur les musulmans, l'argument, c'est le djihad. C'est que c'est des terroristes, c'est qu'ils vont faire ça, ils vont faire ça. C'est la même chose qui se répète partout. Ça nous rappelle un célèbre adage qui nous dit quand tu veux tuer ton chien, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis qu'il a la rage. Tu le rends malade. Et ça fait partie de la stratégie des extrémistes. Évidemment, tuer un personnage célèbre comme Gandhi, ce n'est pas un acte d'extrémisme. Évidemment, non. On a l'impression aujourd'hui, l'extrémisme, le terrorisme, c'est n'est qu'à conjuguer, que lorsqu'il il est qu'à employer, que lorsqu'il s'agit des musulmans. Bref, revenons en Inde. Donc, il est assassiné par justement le groupe extrémiste euh, RSS en Inde, qui est un groupe nationaliste extrémiste qui dans ses idées, n'a absolument rien à envier au nazisme. D'accord? Et c'est un mot volontairement fort, il faut vérifier un petit peu, et vous verrez que le RSS, ses idées, elles sont folles. Mais malgré tout, après la mort de Gandhi, ils vont réussir quelque peu pendant une période, même si c'est encore très tendu, à créer une démocratie, malgré les complexités, malgré... Ils vont réussir, c'est pour ça ils vont porter le nom de la plus grande démocratie du monde, à un moment donné. Évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut plus dire la même chose. Donc on avance, et on arrive évidemment en 2002. Et quand on arrive en 2002, ce qui se passe, c'est qu'il se passe dans une région qu'on appelle le Gujarat, une région d'un personnage qui va se rendre célèbre pour le pays encore aujourd'hui, du nom de Narendra Modi. Narendra Modi lui-même, il fait partie de cette organisation paramilitaire extrémiste nationaliste hindoue. Et le RSS, lui, il se nourrit évidemment de ses idées nazies et il est largement majoritaire dans cette région du Gujarat. Et à ce moment-là, il va se passer un incident lors d'un train, lors d'un pèlerinage hindou, il y aurait eu un incident dans ce train-là qui aurait causé un incendie, des confrontations, évidemment, et qui aurait fait plusieurs morts, dont des personnes qui auraient été brûlées vives. Et évidemment, vous connaissez l'histoire, je pense que l'histoire, elle est toute faite. Les premiers qui ont été accusés de ça, ont été les musulmans. Sans aucune preuve, de façon ultra arbitraire. Mais il faut absolument, évidemment, on s'ampute d'un bras et on essaie d'accuser des gens. Il n'y a pas de preuve, encore aujourd'hui c'est très complexe. Certains vont dire que c'est des musulmans, certains vont dire non, c'est un conflit qui a eu lieu entre les personnes du train et des gens extérieurs. Ça a amené des incendies, ça a pris feu et finalement, les extrémistes, ils se sont pas fait prier pour dire que c'était les musulmans qui ont été la cause. Donc en 2002, il y a eu un massacre là-bas, des musulmans, ils ont été ciblés, il y a eu un pogrom, un très très grand massacre, et à la suite, ça a causé 2000 morts, un peu plus de 2000 morts. Ce Narendra Modi, lui, va gagner les élections en 2014.
il va être élu et il va être promu Premier ministre. Et évidemment, quand lui, il arrive au pouvoir, justement, avec ce passif, en tant qu'activiste nationaliste, extrémiste hindou, alors, bien évidemment que dans ce contexte-là, ça va être, les tensions ne vont faire que grandissantes lorsque lui va être au pouvoir. Jusqu'en 2019, où donc il y a plusieurs exactions contre les musulmans, plusieurs tensions, des maisons brûlées, des maisons pillées, des mosquées brûlées, des maisons pillées. Ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe aussi au Moyen-Orient. Et en 2019, il va y avoir une loi discriminatoire qui va être votée et qui va de facto euh, exclure les musulmans. Et on va leur retirer de facto la citoyenneté. C'est-à-dire les immigrants, c'est-à-dire on va adopter, c'est-à-dire depuis 2014, c'est comme ça, une politique ultra d'extrême droite et nationaliste dans lequel on ne privilégie exclusivement que les hindous. En 2019, cette loi s'appelle le Citizenship Amendment Act, et cet acte, il va discriminer de facto tous les migrants qui vont venir de Pakistan, de Bangladesh, qui vont être musulmans. Donc, il va accorder la citoyenneté aux Sikhs, aux bouddhistes, aux Jains, mais il va discriminer et il va refuser la citoyenneté à toutes les personnes qui ne sont pas hindous. Et puis cette politique, elle va amener à du recensement. Rappelez-vous, on se rappelle que dans la loi, c'est légal chez eux. C'est-à-dire qu'un recensement de la population et toutes ceux et celles qui ne sont pas capables de prouver leur citoyenneté hindoue avant 55 vont avoir une déchéance de nationalité et vont être expulsés du pays. Donc, si tu n'es... Et ça, ce n'est que pour les musulmans. Toutes les autres minorités, que ce soit, même s'ils ils vivent des exactions, des attaques, les chrétiens aussi sont attaqués pour leur minorité. Ils sont attaqués pour leur religion, sont attaqués parce qu'ils convertissent des gens, ils sont attaqués parce qu'ils dérangent. Et il faut le dire, c'est vrai que les chrétiens aussi souffrent là-bas. Les églises sont saccagées. Et on parle d'extrémisme hindou. Et donc, toutes ces minorités, donc chrétiennes et donc surtout musulmanes, elles vont dans le sens de déclasser les musulmans et de les mettre et de les faire d'eux des citoyens de seconde zone. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Algérie, rappelez-vous. Rappelez-vous, il y a une loi aussi pareille qu'on appelle le décret Crémieux. C'est Adolphe Crémieux qui arrive et qui, donc juif, qui lui va émanciper par ce décret de facto par une loi, alors que les juifs et les musulmans vivaient tranquillement. Et par une loi d'émancipation, il va décider par une loi d'émanciper les populations juives et déclasser les populations indigènes, c'est-à-dire les populations autochtones. De facto, comment? Je suis algérien, je vis chez moi, toi qui es juif qui viens d'Espagne, tu as plus de droits que moi dans mon pays. Et ce décret-là d'Adolphe Crémieux a créé énormément de soucis. Et c'est ce qui a créé les tensions entre les Algériens et les Juifs d'Algérie. Forcément, quand il y a cette loi de 2019 de Narendra Modi, forcément, ça crée des tensions. Et évidemment que les extrémistes ne vont pas s'empêcher, ils vont s'empresser d'utiliser ce prétexte de leur révolte pour pouvoir augmenter encore plus
ce qu'ils font. Et là, on parle vraiment d'une d'une coopération de l'État. C'est-à-dire que en 2002, Narendra Modi n'a rien dit, n'a absolument pas condamné, même s'il a fait semblant plus tard. En 2019, à partir de 2019, tout ce qui s'est passé, il ne fait que semblant. Parce que les policiers sont dedans. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'il y a des mosquées qui sont détruites, des maisons qui sont saccagées, et totalement avec la complicité de l'État. Totalement. Avec une totale complicité de l'État. Totale complicité de la police et de l'armée. Imaginez-vous pourquoi. Eh bien, ça rappelle encore une fois ce qui se passe en Palestine. Vous avez des Palestiniens auxquels on vole leur maison, des Palestiniens qui se font insulter, des Palestiniens qui se font voler, qui se font spolier. Et à côté, il y a les militaires, ils ne font rien. Parce que leur objectif principal à eux, c'est de protéger les Israéliens. Donc tant que ce n'est pas un Israélien qui subit, on ferme les yeux. Donc, leur ambition à eux, quand on écoute un petit peu quand on écoute un petit peu leurs ambitions aux extrémistes hindous, c'est que eux, ils veulent toujours ces mêmes mots, la race pure, d'accord? Pour eux, la race pure, c'est la race hindoue, d'accord? C'est toujours la même chose, on répète la même chose, la race pure, la race d'origine, hein, le peuple élu, tous ces mêmes termes qui reviennent à chaque fois qu'on veut mettre des pogroms sur des populations. Hein, la race pure, c'est la race pure, c'est le peuple hindou. Donc là-bas, évidemment, ils vont absolument ils vont interdire beaucoup de choses. Par exemple, les mariages évidemment, entre hindous et musulmans sont interdits. Alors, euh, islamiquement, euh, c'est interdit. Un hindou ne peut pas marier, un musulman ne peut pas marier un hindou. D'accord? Que les choses soient claires. Parce que ce qui nous est autorisé, entre guillemets, même si on peut échanger, c'est les femmes des gens du livre. Pas des femmes qui, parmi les muhsanat, hein, c'est celles qui pratiquent. Et non pas euh, une athée, par exemple, pour les hommes, bien sûr, évidemment, une athée ou une bouddhiste, une shintoïste, un hindouiste, ça c'est interdit en toutes circonstances. Tant qu'elle reste sur sa foi. C'est interdit, parce que le shirk, c'est interdit en islam. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire en toutes circonstances. Donc, mais eux, chez eux, voilà, c'est quelque chose qu'ils interdisent, mais au-delà de l'interdire, c'est-à-dire que eux, ils vont lui donner un mot. Un mot qui, pour eux, va être un moyen de pourchasser les musulmans et d'empêcher l'islam de grandir en Inde. Ce qu'ils vont faire, ils vont appeler ça le love djihad. Ils ont appelé ça le love djihad. C'est-à-dire le love djihad, pour eux, ça, vous imaginez, on nous a inventé des trucs. Et ça, c'est que les extrémistes, hein, les organisations, euh, ils vont dire que ça fait partie du love djihad, c'est-à-dire, euh, euh, en gros, c'est pas reconnu par l'État. L'État, évidemment, en tout cas, la police ne reconnaît pas ça. On va pas condamner quelqu'un parce que il a commis un love djihad, parce qu'il a fait un love djihad, c'est pas reconnu. Mais ils vont utiliser ce prétexte, en tout cas, les fondamentalistes vont utiliser ce prétexte pour aller dire ils ont violé. D'accord? Ils ont violé, ils ont fait ils vont faire tu vois, ils ont violé une petite fille, ils l'ont kidnappée, en fait, ils vont dire autre chose, d'accord? C'est pas une loi, évidemment, qui fait partie elle est pas reconnue, mais c'est le peuple, les fondamentalistes, en tout cas, l'utilisent, d'accord? Ils ont dit ils ont repéré 45 djihad, notamment le love djihad, le djihad du commerce, le djihad de la médecine. C'est-à-dire que pour eux, voilà, un médecin musulman, il empoisonne les hindous. Ils sont partis avec ces idées. C'est de la propagande. C'est de la propagande. D'accord? C'est exclusivement de la propagande. Mais c'est une idée qui, dans leur esprit, fait chemin
Et pour eux, dans leur esprit, évidemment, ils ont comme ambition, c'est-à-dire comme eux ils disent, que les musulmans repartent au Bangladesh ou au Pakistan et qui nous laissent le territoire entre nous, euh, qui nous laissent entre nous, que ce soit au Pakistan ou ailleurs, d'accord, qui nous laissent entre nous. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent. Si, il y a le Bangladesh, Zaïd. Il y a le Bangladesh. Ils veulent aussi aller, ils veulent les virer vers le Bangladesh. D'accord. Donc, mais surtout au Pakistan. Mais ils veulent les virer aussi au Bangladesh. En fait, ce qu'ils veulent, c'est les sortir. Évidemment, ils veulent les sortir du territoire indien. Donc, si, il y a les deux. Il y a les deux, je te le dis et je te le confirme. Euh, 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 donc aujourd'hui, on en est là, la situation, elle est là. Leur ambition, c'est ça. Leur ambition, c'est de créer. C'est pour ça que la première cible, ce sont les musulmans. D'accord. La première cible, évidemment, ce sont les musulmans. Et évidemment, euh, toutes les autres minorités, telles que surtout aussi la chrétienne après les musulmans, qui représentent à peu près 40 millions de personnes, hein, sont aussi discriminées. Ils font des messes en cachette. euh, ils ont saccagé des églises. Du jour au lendemain, ils arrivent, des activistes, ils rentrent dans des églises et ils rentrent dans des églises et saccagent tout. Comme dans des mosquées, ils brûlent des mosquées, ils prennent les maisons, ils brûlent des maisons, des trucs, et tout ça pour les forcer, évidemment, pour les forcer à partir. Euh, Voilà en tout cas ce que j'avais à dire à propos de l'Inde. Si Abdallah est là et veut rajouter deux, trois trucs, Inch'Allah ta'ala. Euh, et après, on fera, Inch'Allah, une session questions-réponses, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. L'exposé il a été extrêmement complet de notre frère Yamad, Masha'Allah. Je pense que ça a été très clair et très limpide. Donc, moi, j'aurais juste quelques petites choses à rajouter, mais c'est vraiment à titre on va dire, d'assaisonner le plat, hein, le plat de ce soir. Hein, parce que je pense que le plat a été très consistant. Euh, Moi, étant parti en Inde, l'Inde fait partie en fait, l'Inde, c'est un pays qui est très, très accroché à ses traditions. C'est-à-dire que le peuple indien est un peuple qui est très accroché à ses traditions et à ses coutumes. Et lorsqu'on entend un peu la propagande qui se passe actuellement, comme a pu le développer avec précision Yamad, c'est que il y a une petite falsification un peu dans la propagande, il y a une falsification. C'est comme si, en fait, on essaie de nous faire croire que l'Inde et toute sa grandeur et le statut de l'Inde actuelle ne s'est pas fait par la participation des musulmans. Et ça c'est vraiment, mais c'est ahurissant c'est-à-dire qu'il ne peut avoir que la haine pour proposer un tel tableau. Parce que je rappelle qu'il y avait le sultanat de Delhi. Je rappelle que malgré que les musulmans ont toujours été une minorité en Inde, les musulmans, au fait, avaient la main sur l'Inde. Et la particularité que les musulmans de l'Inde avaient, c'est qu'ils avaient, le fait que c'était eux qui avaient le pouvoir, ils avaient une tolérance qui était reconnue par tout le monde. C'est-à-dire que la diversité de culte n'a jamais été un problème auparavant. Et moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que on remarque toujours les mêmes ingrédients. Par exemple, quand vous allez en Centrafrique, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre que lorsqu'on a entendu les problèmes qui se passent en Centrafrique entre les, les peuples de différentes confessions, et lorsqu'on a trouvé de l'uranium là-bas, en fait. Ils ont toujours vécu ensemble, il n'y a jamais eu de problème. Et bizarrement, au moment où on se rend compte qu'il y a de l'uranium là-bas, bah voilà, il y a des conflits, il y a des conflits religieux.
Et c'est sur ça qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, puisque lorsqu'on rentre dans le conflit religieux, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile c'est très, très difficile d'avoir un œil clairvoyant dedans. Comme c'est les gens qui sont animés par leur foi, tout ça, de temps en temps, il y a des choses que pour mettre en évidence que voilà, c'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus complexe. Il y a peut-être de la géopolitique dedans, peut-être il y a ceci, peut-être il y a cela, c'est beaucoup plus complexe. L'Inde, euh, l'Inde, c'est le troisième pays quand même. C'est une minorité, mais c'est le troisième pays, 200 millions de musulmans. Et quand on entend que à l'ère actuelle, quand il y a eu des tremblements de terre dans les pays musulmans, et on voit qu'en Inde, ça fête cette chose-là, ça fait un peu peur. Ça fait extrêmement peur que tu te rends compte que, normal, tu vois dans un pays des gens qui fêtent le malheur d'autrui. On est arrivé à ce stade-là. Et le parallélisme qu'a fait notre frère Yamad en mettant un parallélisme avec le nazisme, c'est très bien dit, puisque en fait, si vous prenez l'histoire, les éléments qui ont permis justement aux idées d'Hitler de monter à un point où c'est arrivé jusqu'à une guerre mondiale, eh ben, c'est les mêmes ingrédients qu'on trouve en Inde actuellement. C'est exactement les mêmes ingrédients, des propagandes de race pure, de le peuple élu, de on veut contaminer notre peuple, le polluer avec des idées qui n'ont rien à voir avec notre manière de penser et celle de nos ancêtres. Bref, tous ces mêmes ingrédients de propagande qui poussent à la haine entre nous. Qui poussent à la haine entre nous. Et bien entendu, encore une fois, en cachant certaines parties de l'histoire. Euh, nos frères indiens souffraient énormément. Et c'est réduit en silence. Peu de gens en parlent. Tiens, tiens, comme a dit un certain frère, je pense qu'il y avait un commentaire, tiens, tiens, les choses s'aggravent à partir de, ça s'aggrave avec on va dire la participation un peu coloniale britannique en 1947. On se pose encore des questions. Rappelez-vous, on avait posé le cas le cas du Congo, le cas du Soudan, et on se rend compte que c'est toujours la même chose. Ça fait un petit peu beaucoup. Là où je pourrais rajouter quelque chose, et après on pourrait partir à la question-réponse, c'est que le fait que, le fait que ce genre de message de haine soit, on va dire, institué de manière gouvernementale, ça fait un petit peu froid dans le dos. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Quand on parle de Modi, Narendra Modi, qui lui, qui était nommé à la tête du Gujarat en septembre 2001 et que voilà, comme avait dit Yamad, l'événement où il y avait 2000 morts en février, je crois que c'est février début de 2002, et que au fait la police, elle dit clairement, il s'agit de venger 59 hindous morts. C'est voilà, on sait pas quoi dire au fait. C'est c'est fou quand même de légitimiser, voilà, c'est une vengeance claire, on le dit comme ça, sans problème. Et que vous allez voir qu'il y a des paroles dites par Modi, par exemple, comme les musulmans sont tellement polygames qu'ils ont 5 fois plus d'enfants que les hindous, pour agiter un risque démographique. C'est-à-dire que on est en train de dire que c'est-à-dire qu'on est en train de dire clairement que le musulman, c'est tout ce qu'il fait est un poison pour détruire le pays. Et ça développe des slogans pour que ce soit la pensée générale du pays. La communauté chrétienne également sont touchées et c'est clair qu'il fallait aussi le souligner. Mais pourquoi il y a un appui personnel sur, on va dire, un focus
particulier chez les musulmans. C'est dû au fait déjà au passé historique, comme je l'avais dit, il y avait un sultanat. Il y avait un sultanat musulman, dû au passé historique et dû au fait que le partage, hein, comme a pu le souligner Yamad, le partage, euh, le partage de l'Inde, on va dire la grande Inde en particulier, a été justement par ces différences-là, le Pakistan, l'Inde, pour différencier les hindous justement des musulmans, et même dans le Pakistan oriental, ce qui va devenir après le Bangladesh, la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces petites choses-là et qu'il faut avoir l'œil aussi de la géopolitique face à ces problèmes et ne pas s'arrêter juste à ce qui est présenté en surface. Voilà ma petite participation et on attend les questions-réponses. Salam alaikum. Est-ce que vous avez des questions? Inch'Allah. Pas de débat, s'il vous plaît, pas de débat dans le chat. Sinon, on ferme. Il y a un frère qui m'a demandé si c'était pour aller visiter le Taj Mahal. Non, non, c'était pour le commerce, mais je l'ai visité le Taj Mahal. C'est très beau, c'est très joli. C'est très Ouais, joli. l'architecture, elle est géniale. J'y ai pas été d'ailleurs, le Taj Mahal, ils veulent le détruire, par exemple. Certaines idées fondamentalistes hindous, regardez, vous allez comprendre le parallèle tout de suite. Ils pensent que le Taj Mahal a été construit sur des ruines de documents d'origine hindoue. Certains le pensent. Donc ils disent que pour eux, la destruction du Taj Mahal, pour eux, bon, qui fait partie des merveilles du monde aujourd'hui, donc c'est un patrimoine protégé aujourd'hui, mais eux, dans leurs idées politiques, ils veulent le détruire dans l'objectif de récupérer un petit peu comme certaines idées pour Ouais, au temple de Salomon. ouais, voilà, tu vois. Pourquoi les hindous aiment énormément Israël et les Israéliens? Bah, parce que justement, ils partagent. En fait, ils ont, étant donné que lui n'aime pas, Narendra Modi et les hindous n'aiment pas les musulmans, alors, je parle des extrémistes, hein. Évidemment qu'il y a des gens qui sont de confession hindoue et qui sont très conscients du problème de Narendra Modi, hein. Il ne s'agit pas de. Il faut faire attention de ne pas généraliser. D'accord, il y a des hindous, évidemment, comme dans tout peuple, il y a des gens qui se votent pour la paix. Comme pour les juifs, il y a des gens qui sont pour la paix, comme pour les musulmans, comme pour d'autres, il y a des gens qui veulent la paix et qui n'ont pas de problème avec ça. Mais en tout cas, les fondamentalistes, en tout cas, lui qui est un fondamentaliste et qui est issu de cette branche extrémiste, cette organisation paramilitaire, il n'aime pas du tout les musulmans. Il n'aime pas du tout les musulmans. D'ailleurs, quand lui qui fait partie de l'organisation des BRICS, euh, quand il y a eu, quand il a été question de faire rentrer certaines organisations musulmanes dans le BRICS, il s'y est opposé, hein. Lui, il y a des trucs, à partir du moment où ils sont musulmans, non, il n'aime pas. Alors, il sait qu'il y a des coopérations qui sont forcées. Il est aussi très malin parce que il entretient, bien qu'il y a des tensions entre l'Inde, il y a eu des tensions entre l'Inde et le, et le, et entre l'Inde et la Chine pour la question notamment du Cachemire. Euh, ils traitent quand même avec eux. D'accord, ils dépendent d'eux sur le plan énergétique, etc. Des Russes aussi, tu vois. Donc ça veut dire que, mais parallèlement à ça, lui il va faire, l'Inde, elle est particulière. Elle va juste avoir son mot à dire sur l'échiquier mondial. Donc elle va faire partie de l'organisation, par exemple, du BRICS, mais en même temps, elle va faire partie du Quad, par exemple. Le Quad, c'est une organisation euh, avec les États-Unis, euh, les États-Unis, le Japon, dans le but de sécuriser euh, le Pacifique. Parce que depuis que l'Afghanistan est redevenu un État étatique islamique,
et ben pour eux, ils sont en panique parce qu'ils se disent donc il y a l'Afghanistan, il y a le Pakistan juste en dessous. Attention, c'est-à-dire qu'ils font attention à ce qui se passe avec le Bangladesh. Si vous regardez bien aussi, à côté du Bangladesh, il y a la Birmanie qui, eux aussi, pratiquent des exactions et une politique d'expulsion à l'égard des musulmans. Ils veulent vraiment entrer dans une homogénéisation de ce qui se passe. Mais certains d'entre eux veulent retourner, évidemment, à, ils veulent retourner à vraiment un empire indien dans un État homogène. C'est pour ça qu'ils se disent, voilà, il y a des États juifs, il y a des États chrétiens, des États musulmans, nous on veut un État hindou, 100% d'hindou avec un État homogène. Seulement, ça va être compliqué, mais ils œuvrent en tout cas pour ça, et c'est pour ça que d'ailleurs il a été reconduit, hein, Narendra Modi. C'est une, malheureusement, et ils travaillent depuis l'école. C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler comme on fait à l'école aujourd'hui. Quand on veut essayer de faire passer certaines idées, et ben ça, on le fait depuis l'école. Depuis l'école. Ils veulent détruire vraiment le patrimoine, comme disait tout à l'heure le frère Abdullah Hafidullah. C'est-à-dire que ce qui est très vrai, c'est qu'ils oublient l'importance l'importance que l'islam a eu en Inde et les traces qu'ils ont laissées. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est clairement réécrire l'histoire. Mais c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils ne s'en cachent même pas. Ils veulent réécrire l'histoire et effacer euh, la trace islamique et chrétienne et britannique de leur histoire. Ça, ils veulent l'effacer totalement et être un État fondamentalement indien, hindou. Est-ce que les Anglais aujourd'hui ont eu une influence politique? Oui, oui, ils ont une influence, évidemment, ça reste, ça reste, ils ont une histoire quand même, ils ont une histoire commune, hein. Il reste une histoire commune, il reste, euh, comment dirais-je, s'il reste une histoire commune, ça reste, il y a une attache quand même encore aujourd'hui entre les deux malgré l'indépendance. Malgré l'indépendance, mais ils aspirent à vraiment. Mais l'Inde fait partie, par exemple, fait partie du Commonwealth, hein, fait partie encore du Commonwealth. C'est-à-dire que si demain il arrive un pépin, un pépin, un pépin, l'Inde va bouger pour l'Angleterre. Quand l'Inde fait partie du Commonwealth, par exemple. Tu sais que ça, là, ça m'a toujours un peu étonné, hein, parce que si tu rentres dans l'histoire, l'Angleterre, ils ont fait la hagra, mais sévère à l'Inde, hein. Ah oui, oui, oui. Tu sais, c'est étonnant quand même que, je sais pas, moi. Je sais pas, tu sens trop. En fait, tu sais que, bon, j'ai toujours trouvé ça étonnant que ce rapport avec l'Angleterre, il est, tu sais, il est pas frontalier comme ils l'ont pour les musulmans indiens qui font partie de leur peuple. Et c'est ça qui est Ouais, ouais. qui est un peu étonnant. Tu sais que c'est un peu comme, bah, c'est un peu comme le problème kémite actuel. Tu vois, le problème kémite actuel, tu vas voir les kémites qui sont, on dirait, ils sont focus sur les musulmans subsahariens, mais ils sont tous dans leur pays, dans le pays dans le pays des colons de leur peuple. Donc, si vous êtes en accord avec vous-même, déjà, sortez du pays des colons. En fait, tu as l'impression que la haine, elle est que sur les musulmans subsahariens. Mais ils disent rien au sujet des colons de ceux qui ont colonisé leur propre pays. Ils ne montrent aucun mécontentement, rien du tout. Ils vivent même chez le colon qui a colonisé leur pays. Ça les dérange pas. Mais leur problème focus, c'est les musulmans subsahariens. Tu vois? C'est un peu le même délire. Ouais, exactement, exactement, exactement. C'est particulier, mais c'est comme ça. Mais en géopolitique, c'est ça, hein. En géopolitique, il n'y a pas de question, il y a pas d'amis, il y a que des associés. Hein, Isma? Il n'y a Qu'est-ce que pas j'ai fait? de. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, non, rien du tout. Non, mais attends, attention, parce que Non, 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 il y a pas d'amis avec des associés, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait, mon frère? Non, rien, rien du tout, frère. Allah te préserve. Amine, toi aussi, mon frère.
Ouais, ouais, ouais. Vraiment, mais Ouais, vraiment, mon frère. ouais, ouais. Je comprends pas, mon frère, cette animosité. Non, il n'y a pas d'animosité, c'est juste. Je comprends pas, mon frère. Évidemment, les uns, Apparemment, apparemment, ouais. ils disent que les musulmans se marient exprès. Tout à l'heure, à chaque fois, ils veulent accuser les musulmans. Ils parlent du djihad. C'est le love djihad. Ils disent que les musulmans se marient. Oui, le love djihad, c'est ça, le love djihad. Il n'y a pas que ça. Il y a le djihad des terres. Il y a le love djihad. Ils ont inventé des termes. En fait, finalement, regardez psychologiquement. C'est comme le terme terroriste. Regardez bien. Qu'on s'entende bien. Euh, L'islam, évidemment, est contre toute violence gratuite contre les gens, y compris les civils, encore plus les religieux, encore plus les enfants, encore plus les femmes. L'islam est contre tous ces types de violences, n'en déplaise à nos détracteurs. Mais en même temps, aujourd'hui, le terrorisme, c'est devenu un truc très... on balance comme ça, terroriste, comme ça. Alors que très souvent, c'est des questions de... Historiquement, c'est des questions de point de vue. C'est-à-dire que le terrorisme, par exemple, ceux qui ont résisté au régime de Vichy et aux nazis en France ont été accusés de terroristes. Par du point de vue, évidemment, du Reich et du point de vue de Vichy, mais aujourd'hui, du point de vue sont considérés comme des résistants. Et pour tous ceux qui les ont soutenus dans leur cause de résister contre l'invasion nazie, eh ben, ont été considérés comme des résistants. Ça a été la même chose partout. Partout, il y a des résistants. À l'époque, quand, quand, quand des personnes ont envoyé des bombes contre l'administration britannique en Palestine, quand des juifs ils ont fait ça, c'était dans le but, pour aujourd'hui, c'est des résistants. Il y a des membres de l'Irkoud de l'époque, l'Irkoud de l'époque, c'est des gens qui ont balancé des bombes et finalement sont devenus des personnes qui ont fini membres de l'État juif. Mais pourtant, euh, pourtant, ils ont envoyé euh, ils ont envoyé des bombes à l'administration pakistanaise, pakistanaise, à l'administration britannique. Donc ça veut dire que ça a été d'un côté des résistants, même parmi eux, parmi les terroristes, des activistes qui ont œuvré contre l'organisation britannique, notamment en visant, en ciblant un hôtel faisant des centaines de morts. Et ben finalement, quand l'État d'Israël a été déclaré, il a été prix Nobel de la paix. Je sais pas si vous vous imaginez. Donc ça veut dire que d'un côté, bah, pour les juifs, évidemment que ça a été, pour certains, euh, ça a été pour certains des résistants, pour de l'autre côté, c'était des terroristes. Donc très souvent, et puis quand on parle de terrorisme, on parle de l'acte. On parle de l'acte en tant que tel. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir une action terroriste, parce que le terrorisme, c'est le but de cibler des personnes ou des biens dans le but de créer des peurs pour obtenir des faveurs politiques. C'est ça le terrorisme en vrai. C'est qu'à partir du moment où vous touchez à des infrastructures, vous touchez à des personnes innocentes dans le but de créer un climat de peur pour que l'État cède, et ben ça, l'objectif de ça, évidemment, euh, c'est ça qu'on appelle des actes terroristes. Mais vous pouvez être une organisation de résistance qui fait des actes terroristes, qui sont totalement condamnables, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on dit terroriste parce qu'on a envie de le dire, alors que c'est une question de point de vue. Pour les uns, c'est du terrorisme, pour d'autres, c'est des actes de résistance. D'accord? C'est des actes de résistance. D'ailleurs, ce que Israël pense de son action, pense être en résistance face au terrorisme, d'ailleurs. Mais pourtant, elle perpétue des actes de terrorisme. Bombarder des infrastructures, bombarder des civils, bombarder des hôpitaux, instrumentaliser des calendriers. Tout ça, c'est... Allah el-Musta'an. En plus, t'as parlé du prix Nobel. Ça aussi, ça m'a toujours fait un peu rire parce que Nobel, à la base, c'était celui qui a inventé la dynamite. Hein, donc, le prix Nobel de la paix, mais de base, c'était celui qui avait inventé la dynamite pour
C'était pas pour la paix, hein. Donc, c'est un Bien peu. sûr. Il y en a plein. Après, on peut même exactement, Yanis. Exactement, Yanis. C'est ce que j'allais en parler tout de suite là. Exactement, Yanis. Je viens de voir ton message. Mais exactement, par exemple, Nelson Mandela était considéré comme un extrémiste. Il était considéré comme un extrémiste. Et finalement, avec il a été prix Nobel, il a truc, il est revenu, ça a été un personnage. Donc ça veut dire que le terrorisme, en vrai, c'est qu'une question de point de vue. Le terrorisme, en vrai, est une question de point de vue. Exactement, Yanis aussi, quand il attaquait les soviétiques, il n'y avait pas de problème. Exactement, Jetmir. Exactement. D'ailleurs, vous savez pourquoi l'une des raisons pour lesquelles, ils veulent aussi plus des musulmans en Inde, c'est parce que vous savez que la vache là-bas, c'est sacré. La vache, c'est sacré là-bas. Ils utilisent la bouse de vache et l'urine de vache comme étant des remèdes de guérison. Il y a des pilules, ils inventent des pilules, des boissons à base d'urine de vache. Et puis eux, ils ont utilisé ça d'ailleurs pour le Covid. Il y en a beaucoup qui l'utilisaient pour le Covid. Bon, avec les résultats que ça a donné, puisque derrière, il y a eu des gros cas d'énormes, des gros cas de Covid. Ça a été terrible en Inde notamment. Mais, euh, euh, mais voilà, donc on sait que les musulmans, ils consomment du bœuf. Hein. Ah, les musulmans, ça consomme du bœuf. Donc ils sont à la traque là-bas des musulmans qui vont égorger des vaches euh, pour leur alimentation. Abdallah. Abdallah. Excuse-moi, Yamado, pardon. Ouais, normal. Mais, bref. Est-ce que vous avez d'autres questions? Inch'Allah, sinon on va se lever. Alors, tout à l'heure, Ralib, il dit tout à l'heure, tu as dit que chaque fois qu'ils veulent accuser les musulmans, ils parlent de djihad. D'où vient ce raccourci, musulman, djihad, terroriste? Bah, c'est un raccourci de l'occidental. C'est un raccourci que tout le monde fait aujourd'hui. C'est très, très facile. Ils ne comprennent même pas le terme du mot djihad, c'est tout, tu vois. Donc ça, c'est un raccourci qu'ils font. Les musulmans sont assoiffés de sang. Les musulmans, en fait, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est que le fait d'envoyer de dire que c'est des terroristes, et ben finalement, ça va créer la peur et les gens, forcément, quand tu as peur, tu crées un sentiment t'as envie de te protéger, en fait. Même les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais côtoyé. T'imagines que des termes, des trucs comme djihad de l'amour, djihad du commerce, t'imagines, ils ont inventé le love djihad. T'imagines le love djihad, ça veut dire qu'il y a des femmes qui se font. Vous imaginez, il y a des familles musulmanes qui se font mettre en prison parce qu'ils ont converti des hindous. Il y a des chrétiens, des familles aussi chrétiennes qui se font mettre en prison, on saccage leur maison parce qu'ils ont converti des hindous. Il y a évidemment, le mariage interconfessionnel, c'est même pas la peine. Les filles qui viennent, ils disent ça, ils disent que non, c'est leur stratégie du love djihad. Il y a des gens qui disent que le musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Le musulman, ça fait partie de sa stratégie, il va te prendre, il va te séduire. Ensuite, il va t'envoyer, écoute bien, Radim, il va t'envoyer en Arabie Saoudite et ils vont te découper là-bas. Voilà ce qu'ils disent. Tu t'imagines, c'est la frayeur qu'ils essayent de mettre euh,
qu'ils essaient de mettre chez les musulmans. Tu imagines, le musulman, il va découper Wallah, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, oui, les musulmans, ils vont découper ils vont te découper, c'est comme ça qu'ils disent, pour empêcher la fille de se marier avec un musulman. Ils vont dire le djihad des terres. Ça veut dire que, en gros, tu sais, c'est un peu comme en France aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, on dit qu'il y a un islam politique. Tu vois, comme l'autre, il a dit, comme l'autre, il a dit sur Benzema. Ça veut dire qu'en gros, voilà, le frérisme. Le frérisme. Ça, dès que le skin, il a posté 2 dates et il a dit il est dans un frérisme, il est proche des frères musulmans. C'est-à-dire que tu vois, les gens, ils reculent devant rien. Ça veut dire quand ils veulent éliminer quelqu'un, ils lui trouvent tout plein de choses sur lui. Tout plein de choses sur lui. C'est ce qu'on a dit sur les juifs en Europe. Parce que bien qu'aujourd'hui, ils essaient de faire passer les musulmans et les arabes pour les plus grands haineux et antisémites, alors que historiquement, il n'y a jamais plus antisémite que l'Occident. Surtout l'Europe. Hein. Oh là, il n'y a jamais plus antisémite qu'eux. Et on a fait passer le juif pour... subhanallah. Il y avait un... Faire passer quelque chose. Regardez ce qu'il pensait d'eux. Bougez pas. Attendez des minutes. Attendez des minutes. Laisse-moi, tu peux prendre mes minutes, hein, si tu veux. Tu peux prendre mes minutes. Akhil moi, là, je te laisse. À partir du moment où tu as dit 2 dates, le reste, t'as vu, écoute, moi, t'as vu. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce que vous dites, alhamdoulilah, c'est que, en fait, on se rend compte que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes excuses, en fait. C'est juste, tu changes de pays, tu changes en fait, tu changes juste l'autorité, tu changes les victimes, les cibles, tu changes un tout petit peu l'appellation, mais ça reste toujours, enfin, ça reste toujours pareil, quoi. Les musulmans sont dangereux, ils sont pas gentils, attention, ils mangent, ils boivent du lait C'est comme ça, Exactement. même quand on va faire la Centrafrique, ce sera la même chose. Quand on va faire la Chine, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes ingrédients. Ça veut dire qu'ils ont toujours les mêmes recettes. C'est un truc de fou, subhanallah. Regardez le travaux qui ont été rapportés. Un frère qui avait fait le travail. Regardez ce qui est dit ici sur la définition du juif à l'époque, le Larousse. Hein, 1835. On n'est pas ici. Et regarde, lisez ce qui a marqué. C'est quand même impressionnant. Vous avez et c'est dans le Larousse, c'est comme ça qu'on traduisait. Donc il dit, donc le juif, on ne met pas, c'est-à-dire que dans l'Académie française, dans le dictionnaire, il dit on ne met pas ici ce mot comme le nom d'une nation, mais parce qu'il s'emploie figurément en quelques phrases de la langue. Ainsi, on appelle juif un homme qui prête usure ou qui vend exorbitamment cher. C'est un juif, il prête 15%. Ce marchand est un vrai juif. Il se dit enfin dans les styles familiers de tous ceux qui se montrent, qui montrent une grande avidité d'argent et d'ardeur comme pour en gagner. Il dit proverbialement qu'un homme est riche comme un juif. Pour dire qu'il est fort riche, on dit aussi proverbialement d'un homme qu'il va et vient sans cesse ça et là, que c'est un juif errant. Et ça, c'est des choses qu'on a dit sur eux. D'accord? Ainsi, par exemple, frère, alhamdoulilah, il a fait un bon travail dessus. Il explique encore les propos rapportés de Mikhail Bakounine.
Regardez ce qu'il disait, lui. Il disait: les Juifs constituent aujourd'hui en Allemagne une véritable puissance. Inquiets, nerveux, envieux, curieux, discrets, bavards, remuants, intrigants, exploitant comme le sont les Juifs partout, argent de commerce, belletristes, politiciens, journalistes, courtiers, littérature en mots, et même en tant que courtiers des finances, ils se sont emparés de toute la presse allemande. Eh bien, eh bien, tout ce bon monde juif qui forme une seule secte exploitante, je le lis dans l'ordre, hein, parce que je ne l'ai pas posté dans l'ordre, exploitante, un peuple sensu, un parasite collectif, dévorant et organisé en lui-même, non seulement à travers les frontières des États, mais à travers même toutes les différentes opinions politiques. Ce monde est actuellement en grande partie, du moins, à la disposition des Marx d'un côté et de Rothschild de l'autre. Parce on sait que, par exemple, les Anglais, s'ils ont fait... on sait, par exemple, que les Anglais, s'ils ont donné les accords de Balfour, s'il y a eu enfin, la déclaration Balfour, c'est Rothschild aux États-Unis. D'accord. El Mohim, quand vous voyez comment il les qualifiait à l'époque, et qu'aujourd'hui, comment ça se passe, ils ont oublié, je pense qu'ils ont oublié, ils font passer les musulmans comme des grands antisémites de l'histoire, alors que ils ont vécu chez les musulmans pendant beaucoup d'années. Évidemment que ça s'est pas toujours bien passé, comme ça s'est pas toujours bien passé partout où il y a des civilisations qui vivent entre eux, mais de là à faire passer l'islam pour des grands antis, c'est gravissime. Mais oui, laissons-les. Alors, Antas, comment expliquer le silence médiatique? Parce que le silence antarès des médiatiques en ce qui concerne les musulmans en Inde, ils ont parlé de ce qui s'est passé en 2002, d'accord, à l'époque. Après, beaucoup de gens étaient peut-être un peu trop jeunes, parce que là, c'était un pogrom abusé. Aujourd'hui, le monde, il a beaucoup évolué, parce que l'Inde aussi a changé depuis 2002. Hein. L'Inde un- est devenu un partenaire très important. Euh, Entre-temps, il y a l'arme nucléaire, plein de choses. Mais c'est parce que aujourd'hui, bah, c'est pas eux qui maîtrisent, qui dirigent l'Inde. Et comme ils ne dirigent pas l'Inde, forcément, bah, on passe sous silence. Eux, ce qu'ils veulent, vous savez que l'Inde, c'est elle qui achète le plus d'armes militaires à la France, par exemple. Tout ce qui est Rafale, tous ces trucs-là, l'Inde, elle achète beaucoup à la France. Donc évidemment qu'on va pas en parler parce que c'est faire mal au business. D'accord, ça fait mal au business. L'Inde achète beaucoup. Donc se mettre à dos l'Inde aujourd'hui, alors que c'est une puissance grandissante, non, c'est stratégiquement très pourri de faire ça. Donc évidemment qu'on n'en parle pas, on camoufle, et puis on va pas se cacher, ça concerne aussi les musulmans. Comme c'est les musulmans, écoutez, ce qui se passe partout où les musulmans souffrent, on n'en parle pas beaucoup. Sauf quand les intérêts sont concomitants. Par exemple, on va pas parler de la minorité, on va pas parler de la minorité musulmane en Inde parce qu'ils dirigent pas grand-chose là-bas. Mais on va parler des Ouïghours parce que ils sont dans une partie stratégique pour les Chinois et les pousser à l'indépendance stratégiquement, c'est aller dans le sens des États-Unis. C'est pour ça qu'on en a entendu parler. Vous savez, à chaque fois, ça va être comme ça. Là où il y a des intérêts, on va en entendre parler. Là où il n'y a pas d'intérêt, on n'entend pas parler. Ouais, 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 non, tu sais, inventer des histoires. De toute façon, c'est ça. T'inventes des histoires, tu mens dans le but de. Exactement, ouais.
Khair, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on atterrit, Inch'Allah ta'ala. Alors, quel rôle jouent les Sikhs? C'est une très petite minorité, les Sikhs. Et ils ont, évidemment, même s'ils sont par moments persécutés par des fondamentalistes, euh, ils sont, euh, ils représentent très peu de personnes. Donc, par exemple, dans la CAA qui a été mise en place en 2019, la Citizenship Amendment Act, c'est-à-dire que cette, bon, ils sont pas exclus, au contraire, eux, ils sont inclus. Ça veut dire que eux, s'il y a une minorité sikh qui suit, par exemple, qui fuit le Pakistan, qui fuit l'Afghanistan, qui fuit, euh, et ben eux, ils seront admis sans aucun problème. Sept millions, ça me paraît beaucoup, Zaid. 27 millions, ça me paraît beaucoup, Zaid. 27 millions. C'est-à-dire qu'ils représentent 2 tiers de la population musulmane là-bas. C'est-à-dire 100 millions. C'est-à-dire, non, non, les Sikhs. Moi, je vois moi, ce que je vois, c'est 1%, même pas. C'est 1%. Les chrétiens, ils sont bien plus nombreux, c'est-à-dire qu'ils représentent la même minorité que les chrétiens. Hmm, mhm. Les chrétiens, ils sont à peu près 2,5%, je sais. À peu près 30, 37, 38 millions de personnes. Mais les Sikhs, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, 1,4 million. 1,4 million, ça me paraît beaucoup. Ils sont 2,5. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Ça reste une minorité. Mais moi, j'ai moins. Moi, j'ai moins sur les chiffres. Oui, 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 ils sont aussi attaqués, les Sikhs. Mais ils sont pas dans la loi exclusive de CAA. Cette loi de 2019, ils sont pas dedans. Mais tu as des fondamentalistes qui s'attaquent à eux, bien sûr. Mais ils font pas partie de la loi, ils font pas partie de la dernière loi de 2019. Au contraire, eux, ils risquent pas un problème de citoyenneté. Imaginez-vous un petit peu, dans un pays où l'illettrisme il est très élevé, on demande à des gens de devoir prouver leur citoyenneté en fait, certaines dates. Il y en a beaucoup, ils n'ont même plus les papiers.
Donc ça finit par des expulsions. Il y a même des familles qui se suicident, hein, des familles musulmanes où les personnes se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à prouver leur citoyenneté indienne. À proprement dit, ils n'ont pas de rôle particulier, ça reste une minorité qui vit là-bas. Ils n'ont pas de rôle particulier. Pareil, ouais. Ouais, après ça fait partie des trucs qu'on dit, mais il y a aussi une légende selon laquelle Krishna, il aurait fendu la lune là-bas. Ça fait partie des croyances qu'ils ont là-bas, que Krishna, il aurait fendu la lune. C'est des trucs qui fait partie des légendes qui sont racontées. Ah oui, 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 effectivement, effectivement, il n'y a pas de... Évidemment qu'il ne s'agirait pas de l'oublier. Après, Inch'Allah, plus de questions. Euh, Non, là-bas, en tout cas, pour finir, voilà, c'est surtout ça. On va finir là-dessus, Inch'Allah. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, il faut pas oublier la souffrance de nos frères, évidemment, en Inde avant tout, mais aussi ne pas oublier de mettre en avant que d'autres minorités aussi souffrent dans ces pays-là et souffrent du fondamentalisme, comme les chrétiens. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va plutôt parler, il y a certains qui, dans leur naïveté et dans leur hypocrisie, ils vont parler de la souffrance supposée des certains chrétiens vivant dans certains pays du Moyen-Orient, mais ils ne vont jamais parler, on n'entend pas parler
de la souffrance de certains des chrétiens, notamment en Inde. Ça veut dire que pour eux, on a l'impression que voilà, si c'est les musulmans qui sont, tant que c'est question des musulmans, on va tout mettre en avant, mais quand c'est les autres, on va faire en sorte de le taire et de le cacher. Donc non, il y a bien des minorités chrétiennes notamment qui souffrent là-bas, des minorités qui vivent cachées, qui vivent dans la terreur à cause de l'hindouisme. Pour l'hindouisme, par exemple, en tout cas les extrémistes hindous, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est des hindouistes, hein, c'est ça, hein, on dit bien des islamistes, bah c'est des hindouistes, d'accord, c'est des hindouistes. Et bien ces gens-là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Et ben c'est des gens qui peuvent vous regarder dans une rue et qui peuvent vous tirer une balle dans la tête, hein. Et il y a aucun problème dessus. C'est des gens, vous savez, quand il y a quand il y a une machination d'État, c'est ce qui est terrible c'est ce qui est terrible pour le sort des musulmans là-bas et des minorités. C'est-à-dire qu'il peut tout se passer. Ils seront couverts par l'État. Il y a une histoire qui me revient où il y a un homme de loi, c'est-à-dire quelqu'un de la police, qui rentre dans un train ou dans un bus. Il tue 4 musulmans comme ça. Mais pan. Et dans son discours, il dit, si vous voulez vivre ici, en Inde, eh ben, vous devrez vous convertir au hindouisme. C'est-à-dire que il tue 4 personnes ici comme ça, et il est persuadé qu'il va être couvert. Vous imaginez, il rentre dans un train, il tue littéralement 4 personnes. Et c'est comme si la police est rentrée quelque part, elle tue 4 personnes, mais totalement gratuitement. Elle se lève, elle tue 4 personnes, 4 musulmans, et elle dit, écoutez, si vous voulez vivre ici, ben, c'est comme ça. Et ben, ça se passe comme ça là-bas. Et ça qui est terrible, c'est que quoi qu'ils feront, et ben, ça ne marchera pas. Ça, on les oublie pas dans notre Dora aussi. On n'oublie pas on n'oublie pas nos frères aussi d'Inde parce qu'ils vivent une situation particulière et ils sont oubliés. Ça fait partie des gens qu'ils oublient. Et on n'oublie pas aussi que effectivement, il faut le dénoncer parce que le musulman, il est contre toute forme d'injustice. Qu'il y a d'autres minorités aussi qui se font saccager. Vous avez les chrétiens, vous avez les djinns, vous avez les sikhs qui se font aussi opprimer. Mais la population ciblée par les pogroms et hindous sont principalement les musulmans. Ils sont principalement les musulmans. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette assise. On vous remercie de votre assiduité, de participer à nos assises. On vous remercie pour votre dua, pour votre sérieux, pour vos invocations, pour votre soutien. On remercie les modérateurs pour ce que vous faites. On remercie... on demande à Allah qui nous pardonne nos fautes, qui nous pardonne nos erreurs, qui nous améliore, qui nous enracine dans la vérité, qu'il purifie notre cœur, qui purifie nos actions, qui purifie nos intentions, qui nous rende évidemment sincères. Évidemment, l'objectif des épreuves, c'est ça. Hein. L'objectif des épreuves que l'on vit et que le musulman vit, c'est pour voir celui qui est fermement, évidemment, attaché à la foi. On demande à Allah Azzawajal de pardonner évidemment toutes nos fautes, de pardonner tout ce qu'on a fait volontairement, involontairement, toutes les personnes à qui on a pu blesser. On demande pardon à Allah Azzawajal. On demande aussi qu'Allah nous apporte, nous donne le plus haut degré du paradis, nous donne des enfants pieux, une femme pieuse, un mari pieux, hein. Que les musulmans de demain soient intelligents, riches, croyants, fermement attachés à leur foi. Hein. Qu'Allah vous préserve toutes et tous, préserve vos proches. Si vous avez une famille qui est pas encore musulmane, eh ben, qu'Allah vous facilite, en tout cas vous, dans votre cheminement spirituel, et qu'Allah apporte la guidée à toutes vos familles et que, Inch'Allah, qu'un jour ils puissent goûter à la ferveur et à la douceur de la foi. Inch'Allah ta'ala. Prenez soin de vous impérativement. Encore une fois, je répète, organisez-vous. Il y a des choses à faire. Inch'Allah, Faizat.
faut que je te parle. Il faut qu'on parle, Inch'Allah, par rapport à l'organisation qu'on devait mettre en place. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Donc, il faut, Inch'Allah, qu'on mette ça en place, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc, on essaiera de discuter de tout ça. Donc, il faut les frères, il faut s'organiser, il faut mettre les choses en place, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah facilite vos projets, qu'Allah facilite les diplômes à tous ceux qui veulent passer des diplômes, qu'Allah facilite les emplois à ceux qui n'en ont pas, qu'Allah facilite, qu'allège les soucis, règle les dettes, soigne les maladies, hein, de tous ceux qui souffrent à travers le monde, Inch'Allah ou Ta'ala. Prenez soin de vous, qu'Allah fasse miséricorde à vos morts, à vos proches. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Nous, on se voit demain, lundi, mardi, mercredi, comme le calendrier, dans l'hôpital de Gaza. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.